Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver mesdames, messieurs. Donc dans votre magazine aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir pour vous l'artiste peintre et plasticien Zitoun Kerkaden qui excelle dans l'art du portrait. Il est de passage en Algérie et donc aujourd'hui nous allons parler un peu de son parcours, lui qui espère, et qui espère vraiment exposer prochainement en Algérie. En tout cas, on va revenir sur ses passions, sur son initiation à l'art et sur ce parcours incroyable qu'il a mis en contact avec des artistes, des symboles de l'art algérien, je dirais même. Alors aujourd'hui, dans un autre registre, celui de la céramique, nous aurons aussi le plaisir de rencontrer et de découvrir, grâce à Amina Ziri, donc Sid Ahmed Menasria, donc ce céramiste qui sera son invité aujourd'hui et qui nous parlera d'un pan de notre patrimoine. Dans cette émission, nous parlerons également d'un festival très attendu par les cinéphiles, un festival qui se déroule habituellement à Annaba, donc Annaba qui abritera très prochainement le festival international méditerranéen. Donc notre ami Amir Nebesh, donc celui qui vraiment nous présente la cinématographie algérienne dans ses émissions, va être de la partie ce matin pour nous parler de ce festival, de son retour, du comeback de ce festival, mais aussi des grandes lignes de cette programmation cinématographique à Annaba. Dans cette émission, nous avons une rubrique consacrée à la sécurité routière dans Safety Road. Hasna Zoubiri reviendra sur un aspect particulier, justement, lié notamment à une entreprise, justement, très importante pour les routiers, Naftal en l'occurrence. Bon, merci mesdames, messieurs, en tout cas d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous accompagner jusqu'à 9h30. Dans cette émission, nous avons coutume de démarrer avec un point météo. Aujourd'hui, il est signé Amel Aribi et c'est parti, c'est pour tout de suite. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ravie de vous retrouver ce matin. Moi de même. Voilà. Et puis ravie aussi d'informer les téléspectateurs grâce à votre éclairage concernant cette carte qui m'intrigue parce qu'elle est très très contrastée. Ouais, il y a de tout. Il y a des icônes de toutes les couleurs et de toutes les formes. Il y a de la pluie, il y a du soleil. Ça avance, il y a des sable. tornades. C'est très varié, hein, franchement. En tout cas, on a utilisé tous les symboles. Ah oui, tous les symboles. Il y a même des éclairs là, tout en bas de la carte. Exactement, oui. Allez, sans plus tarder, dites-nous ce que ça veut dire. Allons-y, merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale près des hauts plateaux ouest, puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Par contre, sur le centre et l'est, eh bien, on aura des passages nuageux, mais ces nuages vont donner quelques pluies durant cette matinée sur le haut plateau centre, mais ces pluies seront localement parfois assez marquées vers l'intérieur et le plateau est, avec toutefois quelques particules de sable en suspension, mais cette fois-ci vers les hauts plateaux ouest. La moitié sud, toujours cette couverture nuageuse vers le Nord Sahara et les oasis, accompagnées de pluies parfois orageuses, parfois sous forme d'averses, et localement assez marquées, mais cette fois-ci vers les oasis, avec toujours des vents forts, mais cette fois-ci vers le Sahara central, le Sahara oriental, l'extrême sud, qui va engendrer des soulèvements de sable, donc soyez très très prudents. La visibilité risque d'être réduite comme toujours vers ces régions. Les températures, eh bien, elles seront plutôt agréables par endroits, mais plutôt élevées par d'autres. Le maximum 26 degrés Tlemcen, Mascara, Relizane, 25 Oran, 21 degrés à Tizi Ouzou, également Batna, 20 degrés Alger, Constantine, Sétif, 22 degrés à Annaba, le minimum 14 degrés à Al-Bayad, 18 à
Djelfa. Au sud, 17 degrés seulement à Gardaya, 28 Béchar, 25 Biskra, 26 degrés à Tamanrasset, 29 à Drar Insalah, 31 à 34 degrés de Bordj du Mortal vers Ingezem et le maximum cette fois-ci à Tindouf avec 37 degrés. La mer aujourd'hui se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est, des vents faibles 10 à 20 km/h. Sur les côtes ouest et centre, les vents seront variables et 10 à 30 km/h sur les côtes est et les vents aussi seront variables. Et on termine ce bulletin cette fois-ci avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 19h22. Et pour davantage d'informations, comme toujours, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, C'est moi qui Amel. merci. Voilà, le temps quand même reste clément. Oui, mais Nous le mois sommes d'avril, c'est un mois un peu... On ne se découvre pas d'un film, Exactement, n'est-ce pas encore. C'est vrai que on l'a Parce vu, que les sur la températures carte. montent, après elles baissent, on aura des pluies, donc... Beaucoup de variations. Ah, oui. On Mois va d'avril. suivre avec attention grâce à vous. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, l'essentiel Faut c'est suivre. de ne pas s'oublier d'avoir Se une petite dévêtir veste d'un avec coup. soi. Voilà, faut D'avoir pas se toujours dévêtir. une petite veste. Exactement. Et puis voilà, profiter de ces belles journées printanières. En tout cas, Exactement. pour démarrer cette journée, vous serez, j'espère, avec nous jusqu'à 9h30. Et puis bien sûr, on ne déroge pas à cette tradition de vous offrir une chanson. Toujours au début de cette émission, le magazine aujourd'hui vous offre un très beau duo entre deux groupes phares donc de la musique contemporaine algérienne. Il s'agit du groupe Tico Bawin qui vient de l'extrême sud, en fait, avec quelques membres du nord, bien sûr, mais aussi le groupe Day, donc un très beau mariage dans cette chanson intitulée Riwaya.
C'est vraiment bien de démarrer l'émission en douceur avec vous ce matin. Nous avons le plaisir également de recevoir pour vous un artiste peintre donc, qui vient de France. Donc, bonjour Zitoun Kerkaden. Bonjour Radia. Ravi de vous avoir parmi nous ce matin. C'est gentil à vous de m'avoir invité. Voilà, donc vous êtes parti, vous avez quitté l'Algérie à l'âge de 4 ans, n'est-ce pas? 5 ans. 5 ans. Ah ben je vous ai enlevé une année. Je m'en souviens comme si c'était hier en fait. Oui. Ah bon, vous avez des souvenirs de ce moment? Je suis parti, je me rappelle, on habitait un petit village à mi-chemin entre Sétif et Béjaïa qui s'appelle Dra Al Gaïd. D'ailleurs, si on m'écoute, je passe le bonjour à tous ceux qui habitent là-bas. Tous les habitants de Dra Al Gaïd, tous les habitants de Dra Al Gaïd, exactement. Qui sont à l'écoute. Et je me souviens, j'avais 5 ans et on était parti en 4L. En petite 4L, avec mon père, ma mère, mes deux frères, sur Constantine. À l'époque, il n'y avait pas d'aéroport sur Sétif. Et voilà, donc très grand souvenir. Oui, j'imagine, mais à 5 ans, c'est que ça vous a marqué. C'est un petit déracinement quand même. Hein. Déracinement, non, parce que... vous étiez entouré des vôtres. J'ai été entouré des miens déjà d'une, et de deux, tous les ans, je rentrais avec mes parents en Algérie au moment estival, c'est-à-dire juillet-août, on restait pratiquement 2 mois. Et du coup, ça nous a un peu ancré à garder mes racines, et je prenais plaisir énormément à et ça transparaît énormément dans vos travaux, parce que c'est vrai qu'on se dit, vous avez vécu quand même longtemps en Europe, qu'on va retrouver peut-être des paysages européens, mais en fait, que ce soit des paysages ou les portraits, il y a toujours un lien avec le pays d'origine. Forcément, puisque j'y suis né déjà, et l'Algérie, elle est en moi, elle est ancrée, et c'est vrai que à chaque fois que j'y retourne, c'est une émotion énorme. Et quand je la quitte, entre guillemets, quand je repars en France, c'est avec des nœuds énormes aussi, et énormément. Mais c'est toujours un plaisir d'y revenir. Oui, j'imagine un petit peu cet attachement que vous éprouvez pour ce pays d'origine, l'Algérie en l'occurrence. Mais c'est vrai que ça m'a frappé. J'ai parcouru votre galerie, j'ai essayé de retrouver autre chose que l'Algérie, et puis finalement, il n'y a que ça. Alors là, effectivement, ce que je vous ai envoyé, l'Algérie est très présente. Elle est très présente, effectivement. Par rapport à mes travaux artistiques, comme je vous dis, je vous ai envoyé essentiellement celles qui sont d'Algérie, mais à un moment donné, au début de ma carrière artistique, entre guillemets, je faisais essentiellement des paysages d'Afrique du Nord, aussi bien du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Et c'est Idir, entre guillemets, qui m'a ouvert les yeux en me disant, écoute Zitoun, il faut absolument que tu t'ouvres vers l'extérieur, ne reste pas cloîtré que sur l'univers de l'Afrique du Nord. Et du coup, ça m'a interpellé, et ça m'a effectivement pris conscience qu'il fallait effectivement que je m'ouvre vers l'extérieur. Vers le monde de manière tout à générale. fait. Et du coup, grâce aussi au sport, j'ai pu voyager aux 4 coins du monde et contempler de nouveaux horizons. Absolument, donc qui vous ont peut-être aussi inspiré autant que ce beau pays qu'on a, effectivement. Donc, pour citer Idir, on va peut-être s'arrêter un peu plus sur cette personnalité emblématique de l'art algérien, donc, que vous avez eu plaisir à dessiner, à mettre en valeur dans vos travaux, et vous lui avez carrément consacré une exposition, Idir. Alors, Idir, c'est un monument, comme tout le monde le sait, effectivement, j'ai eu l'immense chance de l'avoir côtoyé de très près. Je me rappelle la première fois, j'avais à peine 23 ans, c'était en 93. Je me souviens, j'écoutais souvent ces chansons. Je prenais même plaisir à faire découvrir Idir à mes amis français. Du coup, un jour, il y a des amis m'ont appelé pour me dire que Idir passait en Bretagne. Non, en fait, c'est des amis bretons. Des amis bretons, Des amis bretons qui habitent à côté de chez moi, qui m'ont dit, Zitoun, il y a Idir qui passe à côté de chez nous. Est-ce que tu
est-ce que tu veux qu'on te prenne une place? Nous, on a déjà pris des places. Est-ce que tu veux y aller avec nous? Je dis, bah, écoute, avec plaisir. C'est toujours. Donc, moi, rencontrer Idir, enfin, pas rencontrer, mais voir Mais vous Idir en rêviez de le concert. faire, en tout cas. Vous rêviez de le faire. Ça m'avait. J'étais ému. Je lui dis, écoutez, oui, prenez-moi une place. Et du coup, je me suis dit, mais comment je peux approcher Idir, notre icône? J'ai eu l'immense présence d'esprit de faire son portrait et de me dire, tiens, si je l'emmenais et je lui ramène, peut-être que je pourrais l'approcher de très près. Et c'est ce qui s'est passé effectivement quand je suis arrivé là-bas au concert. Juste avant le concert, je suis allé emmener le portrait À Idir. à Idir qui était subjugué par son travail, enfin mon travail. Et depuis, on ne s'est plus quitté. En fait, on s'est échangé nos coordonnées et depuis, on ne s'est plus quitté. Voilà. Ça, c'est un petit cadeau pour vous, de la part de la régie. Ah, ça, merci. C'est toujours un plaisir de l'écouter. De l'écouter, effectivement. C'est une voix, ce sont des mélodies, comment dire, immortelles. Mortelle, Voilà. entraînante, envoûtante. Envoûtantes. Et Et on n'a pas besoin de comprendre la langue pour le ressentir, Tout à fait. effectivement. Et dire c'est la perfection de l'harmonie. En tout cas, il vous a vraiment, comment dire, vous l'avez inspiré pour un portrait, celui de sa maman aussi. alors, effectivement, On l'a vu justement il y a quelques instants. oui, celui-ci, effectivement, il m'appelle en 2012, je me souviens. Et il me dit, Zitoun, j'ai besoin de te parler. Il faut absolument que tu viennes me voir. Je passe à tel endroit sur telle ville. Et il me semble que c'est à côté de chez toi. Je lui dis, oui, c'est à côté de chez moi. Il me dit, passe avant le concert. J'ai quelque chose à te proposer. Du coup, je suis allé. 3-4 heures avant l'exposition, on s'est posé, on s'est assis et puis là il m'annonce qu'il était en train de préparer son prochain album et qu'il aimerait bien que ce soit moi donc, qui illustre son album avec un petit livret d'intérieur et du coup il me dit j'aimerais te demander un service aussi si tu peux faire le portrait de ma maman parce que j'aimerais lui rendre hommage dans cet album où elle va parler, où elle va chanter. Je lui ai demandé de me donner 2-3 photos et en fonction des photos, on s'est mis d'accord sur une qui m'a inspiré et j'ai réalisé le portrait de sa maman et aussi la pochette de l'album, la pochette de l'album, le livret. C'est ça. Voilà, mais c'était particulier comme pochette parce que là, on retrouve une autre touche. C'est une pochette toute bleue, il me semble. Oui, elle est toute bleue et c'est un peu limite abstraite. Et voilà, on a des silhouettes plutôt que des portraits très aboutis comme vous avez coutume de le faire. Voilà, c'est la pochette. Mais on reconnaît tout de suite Idir, c'est ça le génie de l'artiste. C'était le but. Oui. Et à l'intérieur, donc il y a le livret avec les diverses illustrations que vous avez vues, dont certaines. Et du coup, par rapport, je reviens au portrait de sa maman. Une fois que je l'ai fini, je l'ai envoyé, afin qu'il le valide. Et quand il l'a reçu en photo sur son téléphone, il s'est empressé de m'appeler quelques temps après pour me dire il me dit Zitoun, mais le portrait de ma maman, il me dit tu l'as magnifié. Il me dit la photo que je t'ai envoyée, elle paraît triste, terne. Mais là, elle apparaît joyeuse, elle est lumineuse, elle est radieuse et on peut en dire autant pour y dire parce que ses amis ont fait la remarque. Oui, la première fois effectivement quand je suis allé lui emmener le portrait, du coup je me suis présenté et effectivement j'étais un peu ému de le rencontrer pour la première fois. Moi qui l'écoutais depuis l'âge de 3-4 ans, ma maman faisait écouter ses chansons. Voilà, c'était la photo du portrait offert à Idir à la première rencontre. Voilà, la première rencontre. Et du coup, je me souviens que la première fois, quand je lui ai remis, il l'a pris dans ses mains et il m'a remercié. Et puis tous ces musiciens se sont agglutinés autour du portrait. Et donc, on contemplait le portrait. Et il y en a même un qui a fait ce genre de réflexion en lui disant, dis donc, Idir,
t'es encore plus beau sur le portrait qu'en naturel. Du coup, ça fait rire toute l'assemblée. Oui. Et puis, depuis ce jour-là, en fait, avec Idir, on s'est échangé nos coordonnées et on s'est plus jamais quitté. Voilà. Très bien. Alors, nombreuses sont les personnalités emblématiques algériennes qui apparaissent dans les portraits que vous réalisez au quotidien. Donc, ce sont, au-delà des portraits, moi je dirais, ce sont des reflets de leurs âmes quelque part, parce que c'est vrai que vous ressortez ce qu'il y a de plus beau dans chacun d'entre eux, il me semble. Oui, Il y a de d'ailleurs. la joie, il y a de la... Il y a je de la sais pas, il y a de la vie dans ces portraits. Il y a de la vie, il y a de la joie. Enfin, du moins, c'est ce qu'on me fait remarquer à chaque fois. D'ailleurs, j'ai récemment illustré un roman qui relate un petit peu les artistes qui ont émergé de la ville d'Azfoun. D'ailleurs, le titre du livre s'appelle Le Caroubier d'Azfoun, Oui. de l'écrivaine Ouria Boayad, qui est déjà venue ici Oui, Holia Boyad, à donc... plusieurs oui, reprises. oui. D'ailleurs, je lui passe le petit bonjour si elle m'écoute. Et il y a une dizaine de portraits qui sont illustrés à Qui ont l'intérieur. illustré le livre, Voilà. effectivement. Alors ça, c'est un livre, ça c'est la page de couverture d'un livre qui s'appelle Si Mohamed Mohamed. Oui. Le Le poète errant. Le poète errant, effectivement, et donc dont l'auteur est Rachid Oulpsir, que je remercie de m'avoir pris la peine d'illustrer son livre. Et du coup, pour en revenir aux illustrations, ça c'est une aquarelle de Chine, puisque j'ai voyagé en Chine il y a quelques années. On est allé faire un stage sportif, et du coup, il y a des paysages qui m'ont inspiré comme ça. Alors, j'étais pas sur place, enfin j'étais sur place, mais je prenais des photos ou je prenais quelques croquis et arrivé chez moi, Les images remontées voilà, à à la surface, et je les C'est composais génial. avec mes couleurs à moi. Et vous avez exposé de nombreuses fois, donc, que ce soit pour des expositions collectives ou personnelles, c'était en Europe, essentiellement en France. Et donc, mais est-ce que est-ce que vous avez reçu des invitations en Algérie ou pas du tout? Alors, j'ai eu quelques touches, effectivement, au niveau de l'Algérie. J'aimerais énormément exposer en Algérie. Alors, je l'ai fait dans d'autres horizons. Le Grand Palais, c'est Vous avez souvent exposé au Grand Palais. tous les ans, d'ailleurs, au mois de février. C'est surtout à cette époque-là, au mois de février, janvier-février. Ça, le Grand Palais, c'est le prestige. C'est un lieu mythique qui sert de tremplin en quelque sorte, parce que quand on est avec pratiquement 1000 artistes d'horizons différentes qui viennent des quatre coins du monde, forcément on ne peut qu'être fier d'exposer dans ce lieu-là. Et de grands noms de la peinture universelle ont été exposés là-bas, avec de très belles rétrospectives. Tout à fait. Très souvent d'artistes super connus, effectivement. Tout à fait. Après, effectivement, bon, ça c'est ma maman. C'est toujours une émotion de l'avoir peint. Donc je l'ai perdu il y a 3 ans, maintenant 4 ans bientôt, du Covid. Malheureusement, comme parmi... Allah yarhama. Merci. Et en tout cas, dans ce portrait de votre mère, on sent un côté espiègle, complice, un regard complice. Est-ce que c'était le cas? C'était effectivement le cas. Je viens d'une fratrie de 5 enfants, 5 garçons. Je suis l'aîné. Du coup, avec ma mère, c'était une relation assez fusionnelle parce que j'ai perdu mon grand frère. Il avait 3 ans quand ma mère l'a perdu. Moi, j'étais pas encore né. Du coup, quand je suis arrivé, je suis arrivé un petit peu comme le Messie. Donc, j'étais très très proche de ma mère. J'étais assez fusionnel. Allah yarhama, c'est ça la force de l'artiste, c'est de pouvoir immortaliser des moments, des émotions, et de nous permettre, nous, public, de les découvrir et de ressentir avec lui un pan de son parcours. En tout cas,
ce pan de votre parcours. On a essayé de le sentir dans ce moment qu'on vient de partager. On vous souhaite vivement qu'il y ait une belle exposition qui vous ramène encore sur le plateau de Canal Algérie. Mais oui, j'espère. Puis j'ai d'autres projets, Oui. effectivement. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. Rapidement, Ouais, oui. bien sûr, on arrive à la fin. je suis en étroite collaboration avec Brahim Tayeb, le chanteur. Oh oui, excellent interprète. J'adore ses oui. mélodies magnifiques. D'ailleurs, s'il m'entend, s'il m'écoute, je le salue. On a un projet dont du coup on s'est eu récemment au téléphone et il m'a proposé d'illustrer son prochain album avec les illustrations de ses prochaines chansons. Oui. Voilà. Donc C'est ça va un être un beau excellent projet. interprète, auteur et compositeur également, Ah, donc Brahim Tayeb, tout à fait. qu'on salue vraiment avec beaucoup de ferveur ce matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Donc Zitoun Kerkaden, je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci, je repars vendredi. Donc, Et il y aura quelques nœuds, j'imagine, à l'aéroport énormément, encore, en parce quittant que Béjaïa. oui, je tiens à signaler que samedi prochain, il y a un square Idir qui va être inauguré à Paris, dans le 20e. Il y aura sa fille Tanina, d'ailleurs je l'ai eu récemment au téléphone, qui m'a appelé afin que je sois présent parce que je devais repartir le 21, mais il faut absolument que j'y sois. C'est un moment important. C'est un moment très important. Donc pour la diaspora algérienne qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, je vous donne rendez-vous à partir de 9h au cimetière Père-Lachaise et dans le 20e afin d'immortaliser ce square Idir. Voilà. Excellent. Merci pour cette information ô combien utile. En tout cas, je vous souhaite vraiment toute la réussite et le retour chez vous avec un beau projet peut-être pour les Algériens. Inch'Allah. En tout cas, on continue. Merci infiniment. Merci à vous. Merci infiniment à ceux qui sont avec nous et on continue de parler d'art. Cette fois-ci, c'est la voix de Samia Bouarour qui va nous balader à travers l'univers d'un autre artiste, un calligraphe en l'occurrence, Abdelkader Boumala en l'occurrence, et sous les projecteurs de nos amis du service reportage. C'est parti. Pendant les belles journées du mois d'avril, il est devenu familier de voir de longues files d'amateurs de pêche à la ligne sur la belle corniche d'Alger. Des pêcheurs de tout âge recherchent les meilleures places pour s'adonner à la même passion. Même au printemps, les plages de l'Algérois connaissent une affluence de visiteurs en quête de distraction et de fraîcheur. Abdelkader, bien qu'il ne soit pas marin, il passe son temps libre à la mer, quelle que soit la saison. Décidé de bien profiter d'une journée de pêche, il met en place son dispositif. Les techniques de pêche à la ligne n'ont pas de secret pour lui. De nombreuses espèces sont utilisées comme amorce pour la pêche à la ligne, notamment la chevrette, qui est un excellent appât pour le sard, la dorade, le loup de mer et le pagre, généralement à proximité des rochers. من ناحيه الصيد كما نقولوا حنايا من البروبليم تاع الصياده بروبليم بروبليم كما نقول لك باش تنحلوا الستريس هذاك فهمت كيفاش في عود انسان باش يدخل القهوه ولا يدخل مثلا يروح كما يدخل في المخدرات لازم الانسان يفيتي كاع المشاكل هذوم راك فاهم كيفاش من الاحسن انسان يهبط للبحر انسان يريح والبحر سان بسيكولوج كما يقولوا. Généralement, les mordus de la pêche préfèrent le moulinet à la canne fixe, quand bien même chaque équipement a ses points forts et contraintes. Les pêcheurs offrent une animation peu ordinaire sur un beau fond marin, secoué par les vagues qui viennent mourir contre les rochers. C'est un plaisir, c'est un sport en même temps. Surtout هذه لاباش سبينينغ ما تقعدش في بلاصه واحده لازم ديبلاسمون في لي روشي في لي صاب وتحويسه او ميم طون هذه تخليك ديكوفري هاد لا ميثود تاع لاباش
تخليك ديكوفري البلايص هكذا كيما لي روشي لي بلاج ايزولي هكذا. La finalité n'est pas toujours la prise du jour en elle-même, mais plutôt le plaisir de pratiquer un loisir des plus envoûtants. Les pêcheurs en ligne ne polluent pas et ne nuisent pas à la biodiversité des milieux marins. Ils partagent seulement leur expérience et leur joie en silence. C'était plutôt Hamid Rebouh qui nous a offert cette petite transition ô combien belle sur la baie d'Alger. Voilà. En citant Hamid Rebouh s'intéresse énormément à l'intelligence artificielle. S'il nous écoute ce matin, on le salue. Il nous a concocté une série de reportages liés justement au savoir, justement qui est diffusé grâce à cette introduction de l'intelligence artificielle dans les différents outils au quotidien. En tout cas, nous en parlerons encore ce matin certainement avec un spécialiste en la matière. Il s'agit du docteur Mohamed Amin Riyahla qui est avec nous. Il a bien sûr obtenu son doctorat haut la main en France, donc à Limoges pour être plus précise. Il est actuellement directeur de l'École nationale supérieure des technologies avancées. Il est également expert en cybersécurité. Ça vous fait énormément de casquettes, monsieur Riyahla. On est ravis de vous retrouver. Tout à fait. Je vous remercie encore une fois, je vous remercie pour l'invitation. On est ravis de vous avoir parmi nous. C'est toujours un grand plaisir de participer avec vous dans l'émission Bonjour Algérie. Donc voilà. Effectivement, étant spécialiste en cybersécurité et d'intelligence artificielle, c'est un défi qui est très très important. Et en même temps, c'est la technologie de pointe, c'est de savoir utiliser un outil c'est-à-dire au bénéfice de l'autre, c'est de savoir faire de l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité des systèmes et d'utiliser la sécurité pour sécuriser tout ce qui est données d'apprentissage, etc. Donc effectivement, l'École nationale supérieure des technologies avancées, elle a beaucoup de défis. Donc c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. On forme des ingénieurs, des masters, des docteurs dans plusieurs domaines de technologie, à savoir la mécanique, l'industrie, la logistique, l'informatique, la chimie, génie des procédés, l'électrotechnique, etc. Donc toutes ces spécialités-là se regroupent. Elle a un certain nombre de points communs, qui est donc de savoir transférer pas uniquement des informations, mais disons du savoir et surtout de la compétence pour nos futurs ingénieurs qui leur permettent par la suite de résoudre des problématiques réelles qu'ils vont rencontrer quand ils seront intégrés dans l'environnement socio-économique, etc. Socio-économique, effectivement, dans le marché du travail. En tout cas, vous avez cité un mot-clé que je vais tout de suite réutiliser. Il s'agit du savoir. Nous célébrons cette semaine la journée du savoir, le 16 avril, bien sûr, en l'occurrence. Cette journée donc, qui coïncide bien sûr avec la naissance de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, un leader parmi les leaders qui ont œuvré pour que le savoir soit à la portée des Algériens en des temps difficiles, ceux de la guerre, ceux de la colonisation. Aujourd'hui, on jouit pleinement de notre liberté et l'université algérienne a évolué. Les moyens mis au service du savoir ont évolué, d'où la présence justement de cette école, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc en fait, l'École nationale supérieure de technologie avancée, ce qui est peut-être difficile à réaliser, ce n'est pas uniquement de transférer le savoir, c'est qu'en quelque sorte, nous avons un triple rôle. Donc il s'agit de former des ingénieurs, et qui vont être c'est-à-dire des éléments clés dans tout ce qui est monde professionnel, le monde du travail, qui peuvent aussi être créateurs d'emplois, pas uniquement des demandeurs d'emploi, ça c'est d'un côté, de former des chercheurs qui permettent de trouver des solutions à des problématiques dont la communauté scientifique trouve toujours des difficultés à résoudre. Et un autre point qui est très très important, c'est de former des enseignants. C'est-à-dire que là, transférer un savoir c'est-à-dire permettre à l'étudiant d'avoir un savoir-faire, un savoir-être
c'est très très important, mais lui permettre d'être enseignant, là encore, c'est un autre défi. C'est très important Voilà, parce que là, tout à fait. vous avez posé les premiers jalons, mais c'est vrai qu'il faut étendre ça à 58 wilayas. Il faudrait peut-être qu'il y ait des structures de relais pour tout ce que peut dispenser une telle école. Exactement, exactement. En fait, on est une école nationale supérieure, certes, mais qui se trouve sur Alger. On souhaite avoir justement notre participation dans tout ce qui est centre de recherche et développement qu'on retrouve dans toutes les entreprises. On voudrait aussi avoir, pourquoi pas, une formation doctorat qui est intégrée dans le monde des entreprises, permettant à chaque entreprise d'avoir sa propre unité de recherche et développement et de trouver des solutions à des problématiques spécifiques à leur domaine d'activité. Et bon, on utilise aussi, puisque ça coïncide avec la journée du savoir, donc Yawm al-Ilm, le plus important, c'est donc, et là, on salue encore une fois nos éducateurs, nos enseignants-chercheurs, parce que c'est grâce à aujourd'hui qu'on arrive toujours à former des experts, des ingénieurs, etc. Donc, justement, on utilise, je reviens au terme intelligence artificielle, donc, qui est l'apprentissage automatique. Donc, on permet même à nos étudiants, utilisant ces nouvelles technologies d'apprentissage, de mieux transférer le savoir, de le transférer de manière plus efficace, plus correcte et plus surtout, notre objectif principal, c'est de former des étudiants dans ce qu'on appelle aujourd'hui le savoir concret, qui apporte quelque chose de concret à la société, à l'économie. Tout à fait, ce qu'on dit en parenthèse, donc c'est le plus important. Donc il faut éviter on évite surtout de laisser des livres, des polycopies, etc., dans des casiers qu'on ne regarde pas par la suite. On voudrait qu'il y ait des contributions scientifiques, des apports qui vont réellement résoudre des problématiques réelles. Donc c'est ça. Donc on permet à nos étudiants, on leur donne cette capacité d'être ingénieurs, de pouvoir concevoir des solutions et en même temps de pouvoir être enseignants aussi. D'être innovants, exactement. On leur donne ce domaine d'expertise leur permettant d'être entrepreneurs, c'est-à-dire d'entreprendre leurs propres projets. Ils peuvent aussi regarder, parce que là déjà, le plus important, ce n'est pas de trouver le besoin. Le besoin, on le trouve, il est bien exprimé dans l'environnement socio-économique, etc. On voudrait qu'il y ait des étudiants et des enseignants qui ont cette capacité de créer le besoin dans le marché, puisqu'on a cette compétence, ce savoir-faire. On voudrait trouver des besoins un peu partout qui ne sont pas encore exprimés et de répondre par conséquence à ces problématiques. Parce que nous sommes un pays en pleine mutation par rapport à la numérisation, par rapport à l'acquisition de des technologies avancées et des technologies nouvelles. Et c'est vrai que, il y a encore beaucoup à faire, j'imagine. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. À l'heure où nous nous trouvons, nous sommes en 2024. Est-ce que je peux avoir votre regard par rapport à l'évolution de l'université algérienne, parce que c'est elle qui diffuse le savoir à tout ce dispositif éducatif donc, qui est mis en place au service justement de la société. Quand on regarde dans le rétroviseur, on va voir ce que a réalisé Abdelhamid Ben Badis et ses contemporains qui ont utilisé tous les moyens de cette époque, c'est-à-dire les médias. Ils étaient vraiment au diapason par rapport aux médias, par rapport à la diffusion du savoir, la création d'écoles, la création justement de pôles scientifiques. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui était à leur portée à l'époque. J'imagine aujourd'hui Abdelhamid Ben Badis utilisant les technologies, qu'est-ce qu'il en ferait? C'était un avant-gardiste. Exactement. C'est-à-dire qu'avec les moyens qui ont été mis à disposition, ou les moyens qui existaient auparavant, à l'époque, donc ils ont pu, donc, je dirais, Abdelhamid Ben Badis, il avait cette vision future, cette vision scientifique future, c'est-à-dire des résultats que va atteindre ce savoir, cette capacité de transmettre, de faire apprendre des choses à des étudiants, à des élèves, etc., etc. Donc nous, en quelque sorte, on est en train de concrétiser cette vision parce qu'on a les moyens à disposition et qui nous permettent justement d'atteindre les objectifs qui ont été peut-être fixés il y a plusieurs
centaines de dizaines d'années avant. Absolument. Mais il y avait ce problème-là d'infrastructure permettant d'atteindre ces objectifs. C'est justement notre rôle aujourd'hui et bien sûr d'apporter de donner cette capacité d'innovation. Puis parlons de l'université algérienne aujourd'hui, on parle aujourd'hui de l'université 4.0. Je dirais ces deux dernières années, il y avait cette capacité, on a pu donner à l'étudiant cette capacité de prendre en charge eux-mêmes des problématiques réelles importantes de pouvoir, c'est-à-dire de lui donner ce profil d'entrepreneur lui permettant de gérer son propre projet, utilisant le savoir acquis durant sa formation. Peut-être à l'époque, je dirais un peu partout dans le monde, donc l'étudiant quand il y avait beaucoup de théorie. Tout à fait, quand il a son diplôme d'ailleurs, quand il tente à avoir accès au monde du travail, il va dire je vais essayer, je vais commencer à faire des formations. Voilà, je vais faire quelques formations pour que je puisse travailler. Alors nous, on lui dit alors qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez étudiant? Donc on était censé vous donner les informations vous permettant d'avoir un accès direct et privilégié dans le monde du travail. J'ai l'impression que c'est vers cet objectif que s'oriente actuellement notre université. Exactement, c'est pour cela qu'aujourd'hui on regarde le ministère de l'Enseignement supérieur, donc le ministre de l'Enseignement supérieur, donc signer des partenariats avec pratiquement tous les autres secteurs, parce que les autres secteurs, ils ont besoin de la ressource humaine. La ressource humaine, elle est produite justement au sein de l'université, bien sûr en collaboration avec la formation professionnelle. Donc là, on a cette capacité de former des ingénieurs, des chercheurs, des docteurs qui ont la capacité, ce qu'on fait d'ailleurs au niveau de l'école, nous utilisons par exemple ce qu'on appelle les Serious Games. Serious Games, c'est-à-dire qu'on met l'étudiant dans des situations critiques industrielles, pseudo-réel, je dirais, et on lui donne cette capacité de réagir et de trouver des solutions dans les délais, en prenant en considération les différentes contraintes, les différents obstacles, que ce soit par rapport au manque de moyens, au manque d'algorithmes de résolution de problèmes, etc. Et là, l'étudiant, il est déjà prêt, donc il a déjà opérationnel. Tout à fait, il a déjà fait face à des situations. Donc, quand il est à l'entreprise qui rencontre un problème, il va se rappeler qu'à un certain moment, il a fait un TP dans l'École nationale supérieure de technologie avancée, lui permettant de trouver justement le chemin le plus rapide vers la solution. Des raccourcis vers la solution immédiate. C'est exactement ça. Et la réactivité, l'inclusion, Et c'est pas mal, mal. En tout cas, on est vraiment fiers de l'évolution que connaît aujourd'hui notre système, ou plutôt l'étape supérieure du système éducatif. Voilà. Et donc avec toutes ces ramifications, toutes ces belles écoles qui ont été créées selon le besoin justement de notre marché. Voilà. C'est-à-dire que même par rapport à la création d'offres de formation. Il y a des chaires qui ont été créées parce qu'il y a un besoin réel. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, quand on se lance dans la création de nouvelles formations de master, d'ingénieurs ou même les formations doctorales, c'est en réponse à des problématiques qui ont été exprimées par un partenaire social ou un partenaire économique. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire avec la formation doctorale ou les projets de recherche actuels. C'est des projets dans lesquels les chercheurs ils accèdent à une plateforme et ils regardent des besoins exprimés par la santé, par l'industrie, par le transport, par l'agriculture, etc. Donc il va accéder, va voir la problématique, il va dire moi j'ai les capacités, les compétences pour trouver une solution à ce type de problème et par conséquent donc il va candidater, il commence à travailler là-dessus. Voilà. Excellent. En tout cas, voilà qui est bien dit, voilà qui est bien diffusé par rapport à tous ceux qui nous regardent et qui seraient susceptibles vraiment de vouloir regagner cette école ou qui ont les capacités justement d'accéder à un type d'enseignement comme celui que vous dispensez dans l'École nationale supérieure des technologies avancées. En tout cas, on a été ravis
vous recevoir, docteur Mohamed Amin Riahla. C'est partagé. C'est toujours je vous un remercie. plaisir, franchement. Donc, bon vent pour la suite. Hein, voilà. Je vous remercie. Bon vent pour la suite parce que l'année n'est pas encore finie. Ouais. Donc, je rappelle que vous êtes également expert en intelligence artificielle et en cybersécurité. On a été ravis de vous recevoir encore une fois ce matin. Bien sûr, vous disiez, toutes ces technologies profitent à différents domaines de la vie. L'agriculture n'est pas en reste. Voilà, on a vu énormément, ici même sur ce projet, on a reçu des porteurs de projets novateurs dans le domaine de l'agriculture qui se basent sur justement des aspects technologiques. Et aujourd'hui, on va plutôt découvrir des cultures en montagne et aussi des agriculteurs qui sont à la montagne de Miliana. C'est Faria El-Hamdi qui a fait un tour sur place et voici son compte rendu. Au cœur des majestueuses montagnes de Sidi Belhassan Daïra de Miliana, une forme d'agriculture unique se déploie, façonnée par des siècles de tradition et d'adaptation aux conditions naturelles extrêmes. C'est une agriculture qui fait appel beaucoup plus à des espèces ancestrales, anciennes, qui sont conservées par les agriculteurs, qui sont renouvelées. Et donc, il y a très peu d'utilisation, ou pas du tout même d'utilisation d'engrais, de pesticides et tout ce qui peut modifier un peu la qualité du produit. Donc on peut réellement dire que c'est une agriculture bio. Chaque matin, ces agriculteurs courageux se lèvent pour affronter les rigueurs de leur environnement. Armés de leur savoir-faire, transmis de génération en génération. Ils partent à l'assaut des pentes escarpées et des vallées profondes pour entretenir leur culture. L'agriculture de montagne, c'est كل شيء هنايا en bio. Par exemple, nous sommes à la saison du printemps. Les fèves, les petits pois, les radis, les oignons, etc. etc. Aussi, pour les arbres fruitiers, on a les amandiers, on a les oliviers, on a les conacées, on a les figuiers, les vignes. On aimerait bien encourager cette agriculture, mais comment l'encourager? Il faut un soutien de l'État. Le soutien de l'État, c'est la première des choses, il faut la réhabilitation de la route. Sans la réhabilitation de la route, il n'y aura pas d'accès. Et personne ne peut revenir sur ce lieu de travail. Donc les gens ici demandent la réhabilitation, surtout la réhabilitation de la route. Ces produits agricoles des montagnes algériennes sont connus par leur diversité, leur qualité et leur spécificité. De plus, ils jouent un rôle important dans l'économie de ces régions. C'est des gens qui n'ont pas abandonné, qui se sont accrochés à leur lopin et qui le mettent en valeur à bout de bras, hein, comme on dit, avec de l'huile de coude. Hein. Donc c'est du travail manuel, il n'y a pas de travail. C'est pas facile de ramener un tracteur ou un engin dans l'accès est difficile, c'est des chemins très, très difficiles à pratiquer. Et donc je pense qu'à un certain moment on utilisait un peu la traction animale, c'est-à-dire des mulets, des ânes, pour faire des travaux de labour. Mais en ce moment je n'en vois pas. Il s'agit de produits bio cultivés sans engrais ni pesticides et vendus par les paysans eux-mêmes dans ce vieux marché de Miliana. الحاجه شوف الخضر فواكه هنا كاع الحاجه اللي ديريها تجي شوف الطماطم الفلفل المشطو الاشجار كاع الزيتون اللوز مشماش تفاح كاع الاشجار كاع الانواع تاع الاشجار هنا يجوا كاع هنا الارض تجيب كلش. Le développement de l'agriculture familiale en zone de montagne permettra de réduire considérablement la ponction sur la demande des produits agricoles. Cette autonomie alimentaire pour les zones de montagne contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire de notre pays. Merci à Faria El-Hamdi pour ce beau voyage dans les montagnes de Miliana. En tout cas, une autre amie vient de s'installer. Il s'agit de Hasna Zouberi qui est là.
et qui vous parle souvent justement de sécurité routière dans Safety Road, sa rubrique. Bonjour. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Vous avez passé de belles fêtes? Oui. Ah. Oui, ça nous a permis de se reposer ces 4 jours. Ah, oui. Je me suis posée un petit peu. On a eu le temps de faire des tournées familiales. Exactement, on a eu le temps de se exactement. balader, Tout c'est à bien. fait, tout à fait. Excellent, excellent. Voilà qui est bien. Mais on a parlé en tout cas en amont des accidents. Durant les fêtes de l'Aïd. Voilà. Non, on en a parlé pour Ramadan. Oui. Mais durant les fêtes de l'Aïd, qu'en l'Aïd. est-il justement? Alors pour les Un fêtes. petit chat dans la gorge, hein, tu permets. Voilà. Donc, Radia, comme chaque année, malheureusement, donc, on a eu à enregistrer un lourd bilan durant le mois de Ramadan, un lourd bilan d'accidents de la circulation. Et ça a suivi après, avec les fêtes de l'Aïd. Déjà, ça a commencé la veille de la fête. Donc, les gens les familles et les personnes qui ont pris la route pour rejoindre leur famille pour passer les fêtes de l'Aïd. Et malheureusement, avec les excès de vitesse, les manœuvres dangereuses, notamment sur les autoroutes. Donc, l'autoroute Est-Ouest, beaucoup d'accidents ont été enregistrés durant les 2 fêtes de l'Aïd. Malgré toutes les campagnes et toute la sensibilisation qui ont été menées, malheureusement, le bilan reste très lourd quand même. Ben, on ne cessera de le rappeler, bien sûr. Oui. Vos familles vous attendent, vos Exactement. amis vous... Ça ne sert à rien de faire de la vitesse. Il fallait peut-être rouler un petit peu moins vite et rejoindre la famille. Même non reste la matinée de l'Aïd et arriver en bonne santé. Ou démarrer à temps. Rien ne sert de courir, il faut partir. Exactement. À point. Tout à fait. N'est-ce Tout pas? à fait, à la dire. Ben, on reste sur l'adage et donc voilà, après ce bilan quand même qui nous attriste. Ça nous attriste, vraiment, oui, parce que bien sûr, parce que malheureusement, on voit que malgré tous les efforts qui sont fournis, ça apporte ses fruits, mais ce n'est pas tout le monde qui est sensible à ce genre de bilan, malheureusement. Absolument. En tout cas, sur les routes, il y a aussi des points positifs qu'on va peut-être mettre en avant aujourd'hui, n'est-ce pas? Exactement. Moi, j'avais aujourd'hui, mis à part le bilan qui a été enregistré durant les fêtes de l'Aïd, choisi à aborder un sujet, sortir un peu de la sensibilisation routière et aborder un sujet sur l'utilisation des cartes CIB magnétiques, donc bancaires et cartes Dahabia dans les stations de service. Très bien. Une utilisation qui remonte aujourd'hui à 1 année. Donc, ça fait depuis mars 2023, on est à avril 2024. Naftal avait lancé ce service au niveau de pratiquement toutes ces stations de service à travers le territoire national. Et il y a eu quand même une adhésion des clients de Naftal, les utilisateurs, les citoyens, donc les automobilistes, à utiliser ce genre de carte pour justement éviter de rouler avec du liquide. Beaucoup d'argent, du liquide, voilà. Très bien. J'ai vu des usagers le faire. Moi, je ne l'ai pas testé. Moi aussi. Moi, je n'ai pas encore utilisé ma carte. Exactement. Effectivement. Mais en tout cas, on va voir tout ça en images, n'est-ce pas? Exactement. On avait enregistré au niveau de la station de Temesguida. Donc, c'est un reportage qui a été tourné durant le mois de Ramadan, voilà, pour être diffusé après l'Aïd. Voilà. Très bien, on va voir tout ça. Une année déjà depuis la généralisation du paiement électronique par carte interbancaire CIB et Dahabia par la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers Naftal, une prestation disponible à travers les stations-service de Naftal via des terminaux de paiement électronique TPE. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous enregistrons environ 30 000 transactions, opérations de paiement mensuellement au niveau de l'ensemble des points de vente. Donc nous avons déployé comme 1000 TPE au niveau d'environ 500 points de vente de Naftal. Cela pour permettre aux citoyens algériens de payer ses achats ou bien services au niveau de nos points de vente par sa carte CIB ou bien Dahabia. En mars 2023, ce mode de paiement n'a concerné que 400 stations-service implantées sur l'ensemble du territoire national. Un an après, le nombre de stations proposant ce service a triplé, nous dit ce responsable de Naftal.
nous avons commencé à déployer les points de vente appartenant à Naftal, y compris les stations-service qu'on appelle GD, en gestion directe. Donc c'est des stations qui appartiennent à Naftal. Donc environ 400 stations sont déjà dotées de TPE par station. Et nous avons doté les centres de conversion aussi, les centres de conversion CERAS. Donc tous les centres, environ 50 centres au niveau national, sont déjà dotés. Et actuellement, donc, qui font un petit peu le total de 1000 TPE déployés au niveau national. Donc l'ensemble des points de vente appartenant à Naftal déjà déployés à 100%. Et actuellement, nous travaillons avec notre partenaire, la Banque extérieure d'Algérie, sur un avenant pour faire adhérer les stations-service qui travaillent sous le logo de Naftal, donc qui sont en nombre beaucoup plus important. Ce mode de paiement par carte interbancaire assure la sécurité des transactions, la réduction de la circulation du cash, la remontée des transactions en temps réel, mais aussi la réduction des risques lors du transport des fonds. Même si Naftal enregistre toujours une certaine réticence quant à l'utilisation du paiement électronique, elle continue tout de même le combat pour sa généralisation. Nous avons remarqué qu'il y a une certaine réticence du citoyen par rapport à ce mode de paiement. Mais Naftal a lancé plusieurs actions de vulgarisation à travers ses points de vente, à travers ses structures commerciales qui sont au niveau national. Nous avons fait plusieurs regroupements, plusieurs workshops au profit de la clientèle. Nous avons aussi mis en place une campagne d'affichage au niveau de tous les points de vente pour un petit peu inciter le citoyen algérien pour utiliser ce mode de paiement qui a beaucoup d'avantages. Lors de notre tournage, les clients rencontrés saluent cette démarche de Naftal. مالفين نعمروا بها ومليحه وسهلت لنا المهام على كل حال. ولي تستعمل الدراهم ديريكتومون وتستعمل لاكارت مليحه لاباس كاع. حاجه مليحه سهلت بزاف. انا كيما واحد من الناس نشجع به. Il est à rappeler que les opérations de paiement électronique avaient été lancées par Naftal en 2017 via des cartes prépayées qui ne concernaient que les clients corporate ou institutionnels. Aujourd'hui, la Naftal Card couvre 94% des entreprises en Algérie. Nous avons environ 18 000 clients déjà adhérés à cette solution avec 190 000 cartes en circulation actuellement. Et nous enregistrons un pic très intéressant en matière d'opérations de paiement qui s'élève à 800 000 transactions par mois. أنا سائق في مستشفى برج بونعامة ولايتي شمسيلت. عندنا واحد 3 سنين ولا ملي تبدلت هذا العفسة تاع لي بون. بكري كانوا يعطونا واحد لي بون فيه 85,000. مع الطريق ما يكفوناش. دي فوا يعطونا زوج نبعدوا بالطريق ما يكفوش لي بون هذا. صح ولكن كي جابوا لنا هذه الحمد لله. في أي وقت تعمري وفيها الدراهم بزاف مساعدتنا. Ainsi, le lancement du paiement par carte interbancaire CIB ou Dahabia et de la Naftal Card permettra à tous les titulaires de ces cartes d'effectuer des achats ou paiements de services au niveau des stations-service de Naftal. Voilà, donc voilà qui est dit par rapport à cette utilisation de la carte au niveau des points Naftal. Et c'est vrai que ce ne sont pas, personnellement, je vous le disais tout à l'heure, je ne l'utilise pas. Moi, oui. Non pas par réticence, mais par ignorance. Voilà. Oui, malheureusement, malgré toutes les campagnes de vulgarisation qui ont été menées par Naftal pour faire justement savoir aux citoyens que qu'on peut, il y a des TPE qui sont disponibles au niveau des stations de service pour l'utilisation des cartes magnétiques, pour pouvoir alimenter son véhicule avec du carburant. Et malgré toutes ces campagnes, les gens restent réticents. D'ailleurs, le responsable de Naftal l'avait dit dans le reportage. Voilà, donc j'espère quand même
que même les entreprises, donc dans le système corporate, vont de plus en plus adhérer à ce système qui va simplifier la vie. Exactement. Donc, plus besoin des bons d'essence et comme avant. Oui, de manipuler tous ça ces bons n'existe d'essence. pratiquement plus Oui. et c'est appelé justement à disparaître. Donc les bons sont appelés à disparaître à court terme. Donc il reste pratiquement, je pense, une année ou un an et demi d'après le directeur de Naftal pour que ces bons n'existent plus. Contrairement aux citoyens, donc aux citoyens, donc aux automobilistes, les entreprises ont adhéré à la Naftal Card. Comme a été dit dans le reportage, plus de 94% des entreprises sont aujourd'hui équipées de ces cartes pour plus de fluidité, pour rouler avec plus voilà, pour leur véhicule, leur flotte. Oui, pour la gestion, justement, de leur l'entreprise, exactement. Leur parc automobile. J'y arrive. En tout cas, vivement le 100%. Voilà, vous avez donné un chiffre, moi je dis vivement le 100% parce que c'est vraiment très pratique. 6%, il ne reste pas beaucoup. Et je pense avec un peu de vulgarisation encore davantage auprès des entreprises, et on arrivera justement à les 100%, on va dire. Vivement, en tout cas. Merci, c'est très intéressant. Et je pense que toute l'équipe a été intéressée par ce dont toute l'équipe ignorait autant que moi. Oui, on va essayer de sortir un petit peu de temps en temps des routes et des accidents pour faire... Il va falloir faire un peu pour faire circuler des informations utiles pour les automobilistes. Voilà. C'est toujours utile de savoir qu'il y a eu quand même de la modernisation au niveau de Naftal et c'est très, très important, je pense, de le savoir. Et c'était dans Safety Road, mesdames, messieurs. Donc on va dire au revoir à Hasna Zoberi ici même. Bonjour et au revoir. Au revoir Radia et la semaine prochaine, Inch'Allah. À très bientôt avec lundi plaisir, prochain, Hasna. Donc pour d'autres thématiques Inch'Allah, aussi utiles que celles de ce matin. Merci infiniment. Merci à ceux qui sont avec nous depuis tout à l'heure. Allez, pour vous récompenser tout de suite, une chanson. Elle est signée du groupe Zahel. On se retrouve avec Amina Zdiri juste après et son invité.
Voilà, c'était là le groupe Zayn and Friends, je dirais, voilà, dans cette très belle interprétation dans l'un des quartiers mythiques d'Alger. Donc aujourd'hui, nous avons plaisir de vous annoncer le retour d'un beau festival et c'est Amir Nebesh qui va nous en donner quelques détails. Bonjour Amir. Bonjour Adia, comment ça va? Ravi de vous retrouver ce matin. Ouais, super, très bien, merci. Voilà, bien sûr, c'est grâce à vous qu'on a les nouveautés par rapport à tout ce qui est tout ce qui relève de l'industrie cinématographique chez nous, n'est-ce pas? Ouais, on essaie, mais en Oui, tout cas, c'est bien. l'information circule, très bien, tant quand mieux, même. parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et puis Oui. quand Yazid est venu me dire que je serais parmi vous aujourd'hui pour en parler, j'ai dû checker les réseaux et je me suis dit, mais il y a eu un fleuve d'écrits sur justement la 4e édition du festival du film méditerranéen de Annaba. Et Oui. pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un festival d'abord qui a été créé en 1986 avec beaucoup d'amis cinéphiles qui ont voulu installer ce rendez-vous voilà, du 7e art dans une très très belle ville de l'Est du pays qui est Annaba. Vous la connaissez très très bien cette ville. Et c'est une ville accueillante, chaleureuse. Et qui a aussi son palmarès culturel et artistique. La cinémathèque de Annaba est très connue pour avoir accueilli des stars. Ah bah oui, du monde c'est tout à fait à l'honneur de l'histoire de la cinémathèque algérienne qui a rayonné un petit peu partout en Algérie, Absolument. même la cinémathèque de Constantine, de Béjaïa et toutes les cinémathèques d'Algérie, le réseau. Mais en tout cas, ce festival, j'allais dire, a eu quelques problématiques. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, en 86, il va s'éclipser pendant très très longtemps. Il va revenir en 2016, si je ne me trompe pas, avec deux belles éditions, je crois la 16 et la 18, où il y a eu des films. Un maximum, un record de participation, Il y effectivement. a eu un record de participation et ce qui était magnifique, c'est qu'on avait vu dans ce festival-là le retour du film algérien. On avait vu les films de Merzak Alouesh, de Yasmine Nechouir, notre collègue qui ont été projetés là-bas et d'autres, bien évidemment, réalisateurs. Mais c'est un rendez-vous qui s'est installé et je ne vous cache pas que les éditions précédentes ont eu un succès parce que la salle Azdine Medjoubi au cœur de la ville, à la place du 1er novembre de Annaba, avait drainé beaucoup de personnes et on a cette impression que aussi la région de l'Est du pays a besoin d'un rendez-vous. besoin d'un comme tel ça. rendez-vous, Parce qu'à Alger, il y a des festivals, il y a le festival du film engagé, il y a plusieurs rendez-vous, à Oran avec le film arabe, mais il nous fallait un rendez-vous comme ça important et international. Et ce n'est pas Annaba seulement qui est concerné, parce que les cinéphiles sont un peu à Soukra, à Galma, oui, à Constantine, dans les villes à Batna, Sétif, à Bordeaux, et même d'Alger, il y a aujourd'hui une proximité, il y a une facilité dans les transports. Mais avec cette édition, la 4e, bien sûr, Mohamed Alel, le journaliste, le cinéphile, c'est quelqu'un qui adore le cinéma, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup de cinéma. Le commissaire du festival avec son équipe, il y a Hassan Keshesh, le comédien qui est membre bien sûr de cette commission qui va faire bien sûr cette sélection de plus de 2100 films qui ont été proposés à ce festival. Donc il y a Hanam Nasria qui est aussi une journaliste très très intéressée par l'acte cinématographique. Donc ils veulent redonner toute la prestance et toute la, j'allais dire, l'envergure que mérite finalement ce festival qui est magnifique. Encore une fois, il n'a rien à envier à d'autres festivals internationaux qui racontent le cinéma parce qu'encore une fois, le site est magnifique, Annaba est très très belle, c'est une ville qui est tout à fait à proximité de la plage, avec ce beau cadre qui se mélange entre l'urbain et un peu le naturel avec le monde. Oui, tout est accessible, tout est beau dans la coquette Annaba, mais au-delà justement de cela, on espère que cette fois-ci, ce sera le bon départ pour une pérennité. Ça sera le bon départ certainement, ça va se passer du 24 au 30, donc c'est dans pas longtemps, c'est dans quelques jours. Une conférence de presse, je crois qu'elle va être animée aujourd'hui avec des détails et plus d'informations sur les participants, sur le membre du jury, sur les hommages, sur les masterclass, sur ce fameux cinéma industrie de Annaba. Ce sont des masterclass pour accompagner des jeunes dans leur démarche de fabrication de films.
des courts-métrages seront réalisés en marge de ce festival. Alors, ce qui est important, des scénarios seront aussi sélectionnés. Ouais. Voilà, Alors, ce qui c'est est une manière important d'encourager la ce jeune qu'il faut génération. dire, Radia, c'est qu'on parle de plus de 70 films. Donc vous imaginez, c'est qu'une semaine, on va respirer cinéma. Donc il y aura du court, du documentaire et du long métrage, du matin au soir, j'allais dire. Donc c'est le rendez-vous rêvé de celles et ceux qui aiment le cinéma. Ça d'une part, 17 pays qui vont y participer. Donc on a tout le bassin méditerranéen qui vient, bien sûr, être invité à Annaba. Il y a la France, il y a l'Espagne, bien évidemment, il y a la Libye, il y a la Palestine, il y a le Liban, il y a l'Italie, bien sûr, parce que j'allais parler d'Italie, parce que l'Italie, en fait, c'est l'invité d'honneur et c'est l'hommage qu'on veut rendre ou que l'Algérie veut rendre au cinéma italien et bien sûr, ses traces et son impact sur, bien évidemment, les réalisateurs algériens. On parle d'un hommage à Merzaq Aloueche, à ce cinéaste algérien qui lui aussi a été à un moment donné inspiré par le mouvement du néo-réalisme italien. On se rappelle bien évidemment du film Omar Gatlatou. Omar Gatlatou est vraiment l'émanation de cette inspiration. L'émanation de cette inspiration, avec un film magnifique qu'on oublie parfois, c'est L'homme qui regardait les fenêtres, Rajul wa Nawafidh, avec le grand Allel Mouhib, qui est à mon sens l'un des films les plus explosifs de l'Algérie moderne, parce que c'est un film social, mais en même temps qui rentre dans un cadre incroyable. Et qui rappelle la Tinetita, et voilà. C'est exactement, ça, c'est le cinéma un peu expressionniste quelque part. Oui, absurde, mais à la fois comique et sarcastique, mais en même temps dramatique. C'est tout Merzaq Aloueche, et c'est bien aussi de présenter ces films-là et de revenir sur des films qui ont marqué non pas seulement l'Algérie, mais qui ont marqué le bassin méditerranéen, les pays arabes, et même c'est des films internationaux. Hein. On ne peut pas ne pas dire ça. Un film comme Omar Gatlatou est un film qui a traversé toutes les frontières. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire aussi que Safi Boutella sera là. Parce que Safi Boutella a fait beaucoup de musique de film, notamment avec Rachid Bouchareb, et voilà, il va donner des masterclass, et c'est ça qui est intéressant, parce que quand l'expertise d'un homme comme Safi Boutella vient justement enrichir la jeunesse qui sera là-bas, une jeunesse qui est locale, hein, j'aime bien, c'est des jeunes qui certainement, ces journées cinématographiques ou le temps d'un festival leur donnera peut-être cette pulsion cinématographique qui va les pousser très très loin. Donc il va animer des ateliers, il va leur parler de l'histoire de la musique dans le cinéma et comment justement les jeunes peuvent s'inscrire dans cette démarche de fabrication de musique, de films. On parle aussi d'une comédienne roumaine qui va être dans le membre du jury, c'est bien sûr Anna Maria Marinka, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une comédienne qui a été... C'est du roumain, donc... oui, mais en tout cas, elle a été castée, bien évidemment, par le grand Francis Ford Coppola dans le film L'homme sans âge, qui est sorti en 2007 et qui est un film qui parle justement de ce pays qui est la Roumanie et est lié, et c'est une fille qui a été primée plusieurs fois par, bien sûr, des académies prestigieuses, comme bien sûr meilleure actrice. Elle sera membre du jury, donc ça c'est un peu pour dire que le film ou le festival du film méditerranéen de Annaba va réellement être dans cette démarche universelle, internationale, et donner toute la prestance, encore une fois, et le prestige à ce festival. D'autres questions peut-être En fait, pas une question, moi, j'ai envie de parler mais j'ai envie de dire aux téléspectateurs que vous serez présents à ce festival certainement, et que vous ferez certainement. des comptes rendus régulièrement Certainement, pour nous tenir au courant, pour nous faire balader à travers Annaba et son festival. Oui, alors Viva Palestine ou Tahia Palestine par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, parce que le festival s'accommode et s'accorde par rapport à cette, encore une fois, actualité dramatique qui est en train de se passer à Gaza, et avec ces pertes humaines insupportables qu'on observe chaque jour
par rapport à ces attaques de l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Donc il y aura cet esprit de Raza qui régnera autour de ce festival avec beaucoup de projections de films palestiniens. Ben oui, l'Algérie n'est pas en reste des restes de tous ces festivals prestigieux qui ont donné la parole à des noms, de grands noms justement qui ont exprimé leur mécontentement par rapport à la situation. Et quand on a bien sûr un rendez-vous pareil avec 17 pays invités, ben, c'est aussi un moment de faire entendre la voix des peuples et la voix des causes justes. Et c'est un réel rendez-vous, une occasion pour l'exprimer, parce que l'Algérie a été toujours un pays qui défend ses principes et ses valeurs. Amin Nevesh, je vous envie, vous allez être dans la ville où j'ai grandi et vous allez suivre un beau festival, donc je vous souhaite bon vent. Oui, en tout cas c'est vrai, parce que nous avons toujours tenu à accompagner. Il y aura Nabil Kitouni avec nous, bien sûr, pour son émission et pour le journal. Il y aura moi pour le Bonjour d'Algérie, j'espère, pour faire des directs et pour faire partager avec les téléspectateurs de Canal et notamment de Bonjour d'Algérie toute l'actualité de la ville de Et ce sera avec un grand Annaba. plaisir, Amir. Merci beaucoup. On vous retrouvera donc en direct de Annaba prochainement. Merci beaucoup, Radia. Bon vent pour tout ceci et puis toute la pérennité à ce festival méditerranéen qui semble très intéressant, mesdames, messieurs. J'espère que vous en profiterez si vous êtes à l'est du pays. En tout cas, tout à l'heure, je vous avais annoncé un reportage réalisé par notre ami Samia Bouharour. C'est à présent que vous allez le découvrir. Il s'agit du calligraphe Abdelkader Boumala qui est sous les projecteurs de notre reporter. C'est parti. Doté d'un sens aigu dans la recherche et la créativité, Abdelkader Boumala, le calligraphe, l'artiste et chercheur, nous a gentiment laissé pénétrer dans son monde. J'ai fait les Beaux-Arts de 68-72, avec une spécialité de la calligraphie à l'époque à l'école des Beaux-Arts de 2 ans. Après ça, j'ai fait l'Égypte pendant 4 ans. L'école de calligraphie d'Égypte. Là, j'ai terminé en 78. J'étais major de la promotion à l'échelle égyptienne. Et je suis enseignant à l'école des Beaux-Arts depuis 85 à ce jour. J'étais élève de Ben Dabbar, de Temmam, de Ghanem, de Chérifi. C'est les élèves de Omar Rassim et de Mohamed Rassim, qui étaient mes enseignants, pour les arts islamiques, bien sûr. Derrière sa modestie, sa discrétion, se cache un grand talent. Et c'est ici, dans ce petit coin, qu'il respire l'art. Ici, tout a une âme. Les lettres, les mots, les versets coraniques, les couleurs, la noblesse de l'or fusionnent pour nous raconter la passion de cet artiste. Le caractère adopté généralement pour les manuscrits, c'est toujours l'écriture maghrébine de style al-mabsout. Bon, c'est vrai qu'il y a 4 variétés très connues, actuellement bien sûr, de la calligraphie maghrébine. Le plus répandu, c'est celui al-khat al-mabsout. C'est l'écriture d'un style qu'on appelle le koufi fatimide. Le koufi fatimide a été développé chez les fatimides. Il y a du graphisme. Donc le texte, il existe, mais on ne le voit pas. C'est-à-dire, wa, elle est là, ouelma, wama, elle est là. Le blanc, wama. C'est ce blanc qui va se dégrader en allant vers le noir et on retrouve illa, lam alif, wa, al-alamin, al-mim, wa noun, wa ya. Quand on utilise de l'or, parce que c'est noble, bon, c'est vrai que c'est cher, c'est noble, et ça reste des siècles et des siècles. C'est pas comme tu prends du bronze, au bout de 10 ans, 15 ans, il devient noir carrément. Là où il y avait beaucoup plus de traces, c'est la coupole du monument. C'est la mienne. J'ai fait la calligraphie, c'est la mienne. Après toutes ces années, cette expérience dans la calligraphie, notre artiste continue à innover et à voyager
à travers les mots. Bien des anecdotes sont racontées en coulisses avant nos apparitions. C'est ce qui explique un peu le sourire qui vient de s'afficher, un sourire qui est dû à l'invité de notre amie Amina Zeri. Bonjour, j'adore ton sourire. Allah يبارك ما شاء الله. Le vôtre aussi magnifique. Ça va? Oui, صحة ايدك ما تشوفناش انا وياك. كل عام وانت بخير. ان شاء الله كل عام في حياتك وحياة la famille. Toute la famille ان شاء également. الله العائلة تاعك. Petits et grands. Allez. Grand et petit. اسمعي معايا. Oui, avec plaisir. الزليج زليجنا وحنا ماليه خلاوه لنا جدادنا وحنا نفتخروا به. ساير داير يزين بيوتنا وجوامعنا وقصورنا ودويراتنا وابدا لا نفرطوا فيه. حتى فريقنا الوطني اللي مشرفنا ورافع راسنا قالها باعلى صوت: هذه هي الجزائر بتراثها بأصالتها، وين يروحوا يعرفوا به. هذا زليجنا وحنا ماليه، واللي يحب يتعلم يقرا التاريخ. Eh ben bravo. Voilà. Il est de qui ce poème? De Amina Zeri. Ah ben bravo Amina. Je l'ai écrit hier entre 2h et 3h du matin. Eh ben, Wallah al-azim. l'inspiration est tombée, les muses étaient là au rendez-vous et bravo. Félicitations pour ce Donc, petit poème. Oui. merci beaucoup Radia. Donc aujourd'hui notre sujet c'est le zellij, c'est cette technique décorative de mosaïque en terre cuite, l'une des plus anciennes traditions artistiques en Algérie. Quand on dit le zellij, bien sûr il existe un peu partout en Algérie, on le trouve à Alger, notamment à la Kasbah, à Blida, à Meliana, exactement. Mstranem, Tlemcen, même au sud, à Togourt, et à Qalat Bni Hamed et Timimoun. Voilà, on entendait une voix pendant que vous parliez, hein, Amina. Je crois qu'on va découvrir l'image maintenant. Notre ami Sid Ahmed Menasria, qui est céramiste, notre invité justement, pour parler de ce sujet très très important. Bonjour Sid Ahmed. مرحبا بك. صحة عيدك. Merci pour l'invitation. Une belle introduction à un poème pour parler des zellij, n'est-ce pas? Voilà. Marhaba. Donc Sid Ahmed Menasria, céramiste, il a commencé son parcours en 1983. Il s'est spécialisé dans la décoration des carreaux céramiques pour la restauration des anciens bâtisses, palais, mosquées. D'ailleurs, il a participé à un grand travail, un travail fabuleux. Le palais mauresque de la Kasbah et plusieurs monuments historiques du pays. Palais Hassan Pacha. Hassan Mustafa Pacha. Qui est actuellement au musée. Exactement. Et ces derniers projets réalisés, c'est donc, comme il le disait, le palais Mustafa Pacha, mosquée Kchawa, Sidi Abdelrahman Ta'albi, et aussi Villa Boulkin. Donc il est là pour nous parler justement de ce sujet important. Marhaba bik. Zellij en Algérie. On veut tout savoir. زليج يقول لك زليج بهيج حنا بلادنا معروفه بلا سيراميك هو لا تراديكسيون تاعها سي زليج زليج سي لو كارو كي بري يزلج فوالا دونك في الجيري معروفه بلا سيراميك بلي كارو موريسك دونك عندنا ما يخفالكش عندنا لا كاسبا عندنا تلمسان عندنا الشرق والغرب كما قلتي المشوار ماشي غير المشوار كاين سيدي بومديان كاين وي سيدي بومديان presque كاع لي سيدي بومديان il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a deux ou trois couleurs, deux ou trois في الموزولي تاعو il y a plusieurs couleurs مي تشوفوا لا فونتين الفواره تاع المسجد تاعهم كاع زليج il y a du baumiel il est mélangé avec du marbre et le bleu aussi qui représente l'Algérie.
Hein, il y a beaucoup de vert dans, voilà, dans le vert, les dans couleurs le jaunes, Sidibomé, les ocres, le bleu. C'est pas un métier facile, hein, la céramique. C'est pas un métier parce que ce que l'œil voit n'est pas vraiment celui que voit l'artiste en préparant. Pour avoir une formation de céramique, il faut la formation professionnelle, l'école de la formation professionnelle, في الدولة تاعنا دايرت لها 24 شهر 24 mois. 24 mois. Donc c'est tout un métier ماشي غير ارواح دير لي كولار ولا باسكو كامينه كي تشوفيني نخدم تقولي هذا وتمتم يدور البانسو بصح بوغ افواغ هذاك لو كو دو بانسو تحطي يدك هكا وتشدي وما تترعديش تخدمي بشعره. دونك سي تو ان تروك تضربي حنا لي زابرونتي يفون ا بو بري 3 4 mois باش يبدا يديو تبدا تمشي فوق البانسو باش c'est une matière aussi qui est enseignée aux beaux-arts. Les Il faut avoir des notions de chimie, il faut nous dire, il faut avoir des notions de chimie pour connaître les émaux. Et avec il y a de la terre. نبداوها من لا تير كويت ومن بعد نروحوا للبيسكوي ومن بعد نروحوا للماي ومن بعد فوق لي ماي ديكوري بعد لا ديكوراسيون طيبيه في الفور دي فوا يسحق بريمير كويسون ديزيام des fois 2 cuissons, des fois 3 cuissons, des fois la mono-cuisson. Ce que j'ai remarqué, Radia, c'est que au fil des temps, le zellij en Algérie, il a évolué. Il a évolué. On a un bon niveau de que ce soit la poterie, tout ce qui est céramique, les zellij. Il a évolué, je voulais dire, pour devenir une matière importante, bien sûr. Vraiment un art sophistiqué, n'est-ce pas? C'est pas facile. Très présent dans l'urbain. C'est pas donné. C'est royal. Pour avoir du zellij في دارك, c'est pas donné. رايح في التلياد وكيما ماشي اللي جات يلبس كراكه ولا يلبس سلسله تاع ذهب سي سا سي اون ماتيير كيما يقول كريش دونك فوالا سي سا لا سيراميك في بلادنا عندنا مستوى شباب ونا بون نيفو الحق الحمد لله سوا في لي كارو ولا في الزليج ولا في لابوتري ولا عندنا ستيل تاعنا الشباب D'ailleurs, on a des Mais le fait de travailler sur le patrimoine, ça vous fait quoi? Mon parcours كان عادي céramiste, j'ai fait une formation, بعد دخلت عند un atelier monsieur بني الطولي نحييه من هذا المنبر. خدمت عنده شويه. Vous avez créé quand même votre propre atelier. بعد بديت بالعقل امينه خدمت j'ai fait pas mal d'ateliers, ça m'a permis d'avoir une petite expérience. بعد درت un atelier تاعي بديت بالعقل 96 94 96 هكذاك جست على بليزيور سيراميست عاونوني وراولي وشفت كيما قال لك الصنعه ما تعلميهاش هكذاك باطل ديك تخدمي باطل بيان سور يقول لك ليكول دو لاغ اون ابرون با اون سو با تفرض نفسك دوك انا الشيخ تاعي ورالي واش معناتها البانسو واش معناتها لا سيراميك واش معناتها لي كولور وكيفاش طيب كيفاش كذا بصح باش تخرجي لو ستيل تاعك سي با فاسيل. وسيد احمد زمان كانوا ناس زمان ما يوروش الصنعه تاعهم بزاف تقعد ليهم شاك فامي لا معروفه هذه يعني كامل في لي زارت تراديسيونيل. Quand vous êtes artiste peintre, c'est très facile d'avoir une empreinte, c'est très facile d'innover, d'avoir un cachet particulier. Mais en céramique, pour se faire un nom, il vous en faut, n'est-ce pas, monsieur Menasseya? Bien sûr, il y a plusieurs. Il y a monsieur Boumadi, il y a monsieur Hdaoui, il y a monsieur Saïd Jabla, il y a des saïs, chacun a sa touche. Là, il y a des écoles. Après, ça devient école, carrément. Bien sûr, quand on arrive à des gars. Une école qui marche les arts martiaux. Les arts martiaux, قال هذاك عند فلان وهذا عند فلان. C'est ça, c'est comme ça. Donc, حنا في la céramique. هي بدات تبان افي حسبيت وكنقولوا بدات من لي زاني 90 بداو لي زيلاف يمشوا بدا الماتيريال يدخل للجزائر بداو يديروا لي زاتوليي بكري كانوا معروفين 4 ولا 5 اتوليي اللي كانوا لاباس بهم ومن بعدك كيما يقول لك يقولوا كي الغراسه تاع النحل تروح كل واحد يروح سيد محمد لا فورمي مسيو حداوي لا فورمي مسيو بنيطو لا فورمي مسيو تيغاي لا فورمي مسيو بومهدي الله يرحمه لا فورمي دونك لي زيلاف هذوك يحبوا يستقلوا ويدير اتولي وحده
Donc il a la touche de Boumadi, يزيد يديفلوبيها. Et justement, est-ce que la nouvelle génération aujourd'hui s'intéresse à cet art? Malheureusement que j'ai remarqué que l'apprentissage, c'est très difficile de trouver un apprenti اللي يصبر ويتعلم ويدير واحد الوقت ولا غير. جافي جوسكا 24 ابرونتي 24 ابرونتي 24 لحقت حتى ل 24 ابرونتي في صاله وحده ونعلمهم ويتعلموا بصح يا با يو كونتينياسيون. دونك سي با فاسيل باسكو كي تتعلمي الا تصبري وتتعلمي وتروحي عند وتجوز تخرجي من عند واحد معلم يوري لك كيفاش تخدمي وتروحي تحلي اتولي تاعك وتزيد تعلمي باسكو اتونسيون سوفي با دافوار تعرف ديسيني تروح تحل اتولي عندك لا جيستيون عندك لازم تكون تجوز على. دونك هما ما يصبروش. كاين اللي يصبر ونال دار اتولي وقعد ودوا ثاني دوك هو الله يبارك ويعلم وكاين اللي يتقلق على بالك من يجي يقول لك انا نخدم باسكو لا كوميرسياليزاسيون لو كوتي كوميرسيال il faut avoir un nom كيما قالت لك الاخت باش تبدا تبيع سلعتك سي با فاسيل. C'est un domaine très particulier, effectivement. وكاين اللي نجحوا الله يبارك كاين اللي صبروا ونجحوا الحمد لله. ما نشفى كنا بالخفاف نروحوا من دارنا نحبط حتى لوسانتي باش نبيع هذوك لي كالكو بوتري ومن بعد بالعقل ولينا نخدموا مع لي ماغازا ولاو يعرفونا بالعقل الحمد لله. وانا الحمد لله. Et là, votre travail se trouve dans des lieux prestigieux, cités par Amina tout à l'heure, dans des galeries d'art, dans aussi des monuments historiques. Moi, j'ai adoré le travail à la mosquée Kchawa, Jama Kchawa. C'est vraiment un travail remarquable. En tout cas, on invite, c'est le mois du patrimoine bientôt. Et j'invite justement les gens à visiter Maintenant, vous irez à Kichawa, vous irez au Palais Pacha en vous disant ah, il y a M. Menassiria qui est passé par là. On a été ravis de vous avoir aussi à Bonjour d'Algérie avec nous. Moi aussi. مليحة الويلة في الشباب. الله بالشعبي خلصوها بالشعبي زي القديمة. Merci infiniment. Merci Radia, on se retrouve très bientôt inchallah. Et merci infiniment à tous ceux qui étaient avec nous depuis le matin. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. بحملي مليان من تبرد العقيان لنخشم عديان نغنم سطوى في زماني نقول فصح الفنان سيدي يسحلون رضاني يا مخلوق بمحون وقوادر كذلاني زور ولي يسحلون تروع من كل بحانك نقصد سيدي يسحلون